l'Angleterre a utilisé le communautarisme dans sa propre délégation de son joug quand elle était une puissance coloniale. Et quand il y a eu la décolonisation, l'Angleterre, voulant diviser pour régner et contrôler encore un petit peu indirectement la situation, eh bien, elle a fait en sorte que la colonisation se passe dans la division. Aujourd'hui, nous allons parler du multiculturalisme anglais, le projet multiculturaliste et communautariste anglais et l'échec de ce projet, la dérive de l'Angleterre dans de nombreux écueils. Notamment, on a beaucoup parlé depuis les années 2024-25 d'un phénomène que moi j'avais étudié depuis 2013, c'est-à-dire plus de 10 ans plus tôt, les viols de masse de Bedford, de Leeds et de nombreuses villes anglaises, les viols de masse qui ont été couverts pendant très longtemps pour ne pas déplaire au multiculturalisme, pour ne pas stigmatiser la communauté pakistanaise. Ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Nous verrons aussi l'évolution du Londonistan. J'étais à Londres fin août et c'était assez impressionnant ce que j'ai pu voir en marchant pendant des heures dans tous les quartiers, bien sûr, pas uniquement le centre, mais y compris des suburbs. Et l'évolution de l'Angleterre dans un multiculturalisme totalement incontrôlé et déséquilibré. Parce que le multiculturalisme, si vous avez plein de quartiers brésiliens, portugais, philippins, chinois, indiens, et parmi tant d'autres, un quartier algérien, un quartier pakistanais, à la limite, c'est un vrai multiculturalisme qui peut être harmonieux. Mais là, c'est un multiculturalisme, en fait, monoculturel, où il y a une seule grande communauté qui défie la communauté nationale. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet de masse. Quand vous êtes trop nombreux, vous ne vous intégrez plus. Et je prends même un exemple que j'ai connu dans ma famille. À Tunis, il y avait beaucoup d'Italiens. Et à un moment, il y avait tellement d'Italiens à Tunis qu'ils ne devenaient ni arabes ni français. La Tunisie était française, mais les Italiens restaient italiens parce qu'il y a l'effet de nombre. On le voit dans pas mal de Chinatown en Asie ou dans certains pays européens. Donc l'effet du nombre est très important. Je reviens sur l'expérience anglaise. Le communautarisme anglais, le communalism, comme disent les Anglais, est une expérience au départ qui n'est absolument pas le fruit de la tolérance ou d'un système anglais qui serait le plus tolérant du monde, la première démocratie au monde. Donc on tolérerait la différence. Rappelez-vous, dans les années 90, les Anglais étaient très fiers que même les pires islamistes pouvaient insulter, menacer de mort des hommes politiques dans le fameux parc dans le centre de Londres où le droit à la parole était sans limite au nom d'une conception unique de la démocratie libérale. L'Angleterre, eh bien, en fait, elle a promu un système multiculturaliste qui vient de ce qu'on appelle le communalism pour des raisons purement impériales et absolument pas de tolérance. Je m'explique. Quand l'Angleterre possédait les Indes, elle a inventé le système de self-government et de délégation du gouvernement parce que l'idée, ce n'était pas d'être un impérialisme qui gère tout, c'était trop coûteux et ça suscite des révoltes. L'idée, c'était de déléguer à des communautés une sorte d'impérialisme indirect, un impérialisme qui était moins envahissant que l'impérialisme français. Le français, il a toujours été idéaliste, finalement, il est trop sincère. Le français, quand il faisait de l'impérialisme, il voulait transmettre les lumières à ceux qui n'en voulaient pas ou qui en voulaient. Mais le français, il voulait faire une sorte de prosélytisme de ses valeurs. Il voulait transmettre la francité aux autres. L'anglais n'a jamais cherché cela. Donc, regardez toutes les colonies anglaises qui sont devenues ensuite l'Australie et le Canada. Il y avait des développements, et le mot est utilisé en anglais, raciaux séparés. Il y avait d'un côté telle race, de l'autre telle autre race. Il y avait des communautés qui étaient superposées, mais qui ne se mélangeaient pas. Et surtout, on ne cherchait absolument pas à faire de l'indigène un Anglais. On lui déléguait un self-government avec ses propres lois. Et c'est comme ça que, quand il y a eu, avant même la division entre le Pakistan et l'Inde, l'Angleterre a énormément encouragé le phénomène islamique, qui va ensuite devenir le premier mouvement islamiste, qui va d'ailleurs inspirer les frères musulmans. C'est le modèle pakistanais, avec premièrement la Muslim League et ensuite
le mouvement Jama'a Islami, l'Angleterre va mettre en avant l'identité islamique au départ purement communautaire, ensuite plus politique islamiste, pour diviser les Indes, pour ne pas que l'Inde hindouiste contrôle toutes les Indes. L'idée, c'était le séparatisme. Alors, premièrement, l'Angleterre a utilisé le communautarisme dans sa propre délégation de son joug quand elle était une puissance coloniale. Et quand il y a eu la décolonisation, l'Angleterre, voulant diviser pour régner et contrôler encore un petit peu indirectement la situation, eh bien, elle a fait en sorte que la colonisation se passe dans la division, comme elle a fait à Chypre, en excitant Turcs musulmans contre Grecs chypriotes, en aidant les mouvements irrédentistes turcs à prendre tout le nord du pays, et en aidant de manière claire et nette les services turcs à entraîner des milices qui ensuite ont commis des massacres, qui ont entraîné d'autres massacres, et on est arrivé à la guerre civile chypriote et ensuite à l'intervention turque qui a fait que 37% de l'île de Chypre aujourd'hui est occupée par la Turquie. Eh bien, l'Angleterre a fait pareil en Inde. C'était un système donc de communalisme dans une logique impériale de divide et impera. Ensuite, en Angleterre, l'Angleterre a importé sur son propre sol son communautarisme qu'elle avait mis au point pour gérer un empire. Et elle va se dire finalement, on va profiter du Commonwealth, la Global Britain, le Commonwealth. Finalement, c'est ce qui fait que l'Angleterre se voit comme un empire, même quand elle n'a plus d'empire ou résiduel. Elle se voit toujours comme quelque chose de différent de l'Europe. Nous allons compenser l'Europe continentale, qu'on va essayer d'ailleurs de diviser. On va rentrer dans l'Union européenne quand ça nous arrangera, on en sortira quand ça ne nous arrangera plus. Entre-temps, on prendra tout ce qui nous intéresse, on ne laissera pas ce qui ne nous intéresse pas. Quelque part, pourquoi pas, c'est le souverainisme anglais. Mais l'idée, c'est que l'Angleterre a une dimension globale que l'on voit très bien dans la propagande anglaise, notamment de James Bond. James Bond, qu'est-ce que c'est? Moi, j'adore voir les James Bond depuis 40 ans. Mais en fait, James Bond, c'est une immense propagande pour le modèle britannique. Vous avez remarqué que le scénario de James Bond, c'est toujours un super anglais, un peu dragueur, un peu très viril, bien sûr, champion pour massacrer tout le monde tout seul contre 50. Ça, c'est le truc typique anglo-saxon qui fait rêver. Mais le message subliminal de tout James Bond, c'est l'Angleterre, elle est tolérante. L'Angleterre, elle a un modèle de démocratie unique. Même les services secrets américains sont en extase devant le perfectionnement à la fois du modèle anglais et de sa démocratie libérale, qui va entrer et croiser le fer avec les méchants. Et vous avez toujours le méchant dans James Bond qui est caché dans une grotte sous un océan ou qui veut aller sur Mars et qui veut exciter les deux grands, l'Amérique et la Russie soviétique, parce que c'était souvent sous la guerre froide et même encore maintenant, c'est toujours un peu le même scénario. Et le super anglais, première démocratie au monde, tolérant et multiculturaliste, arrive et il va empêcher la guerre mondiale nucléaire en terrassant le coquin. Ça, c'est le message de James Bond. Il y a un véritable soft power global de l'Angleterre, et cette Angleterre, elle pense que comme elle ne règne pas sur le continent, qu'elle essaie de diviser dans le meilleur des cas, l'Angleterre règne avec le globalisme. C'est pour ça que l'Angleterre a été la première puissance à lancer une idée du gouvernement global avant que l'Amérique reprenne ce soft power pour son compte. Et donc l'Angleterre s'est dit, puisque nous avons perdu nos colonies, nous allons continuer à être colonialistes, mais chez nous. Et elle a importé une masse d'anciens habitants du Commonwealth. Et ce qu'elle n'a pas prévu, et c'est ça toute ma doctrine géopolitique, c'est que la géopolitique ne peut jamais être totalement séparée de la civilisation, de l'identité. Quand vous faites une doctrine géopolitique fondée sur l'intérêt, sur le fric, sur le business, sur le Commonwealth, les liens ex-impériaux, pourquoi pas, le business, le pétrole, les majors anglaises et américaines qui ont beaucoup œuvré au début du siècle dernier et jusqu'à aujourd'hui pour gérer les flux d'argent de la manne pétrolière et gazière. Tout ça, c'est très intéressant et ça donne une dimension de pouvoir. Par contre, quand une géopolitique ne tient absolument pas compte du facteur identitaire, eh bien, j'en arrive à mon propos, on retrouve le problème actuel de l'Angleterre où, récemment, il y a quelques jours, un militant qui a été à l'origine de la découverte du scandale de milliers de filles qui ont été violées par des réseaux pakistanais, Robinson a encouragé,
a appelé à une très grande manifestation, selon les autorités 160 000 personnes, selon d'autres observateurs peut-être 1 million. Les rues de toute la capitale de Londres, de tout le centre de Londres étaient remplies de manifestants qui venaient dire stop à une immigration incontrôlée. Ce n'étaient même pas des affreux racistes, comme on l'a dit, qui venaient dire virons tous les immigrés, remigration, pas du tout. C'est des gens que beaucoup ont été interrogés. Ils critiquent un système migratoire hors contrôle, totalement incontrôlé, des flux non gérés et une immigration non plus choisie mais subie. Et ça, c'est le résultat de l'avidité des dirigeants anglais qui se sont dit on va pérenniser chez nous un système impérial avec la gentry, l'élite anglaise qui ne se mélange pas, qui ne se mélange surtout pas, l'élite anglaise qui est dans ses beaux quartiers et qui se contrefiche que son peuple doit subir une immigration totalement incontrôlée et une paupérisation. Et d'ailleurs, j'en profite pour répondre à beaucoup de partisans du Brexit. Beaucoup de Français ont idéalisé le Brexit. Ils n'ont rien compris. Le Brexit, quand des Français qui sont plutôt pour les valeurs civilisationnelles de l'Europe chrétienne vantent le Brexit, ils oublient une chose. Le Brexit, pourquoi il a été voulu par la gentry et par l'élite anglaise, y compris par la monarchie anglaise. Pourquoi le Brexit n'a pas été empêché par le deep state anglais? Parce que le Brexit visait à déseuropéaniser l'Angleterre, de la rendre moins contrainte par des lois, des règles qui sont quand même très lourdes, il y a un phénomène d'inertie européenne, et remplacer l'Angleterre européenne par une Angleterre globale. La Global Britain, pour la gentry anglaise, elle va beaucoup plus asseoir son pouvoir, elle va plus continuer à être un empire qu'une Angleterre qui sera contrainte par des réglementations, des directives européennes. Pourquoi pas? Sauf que le Global Britain, en misant sur le Commonwealth, a réussi à séduire le peuple anglais en lui disant « votez pour le Brexit ». Et pour motiver le peuple anglais, on n'a pas dit les vérités, qu'on veut continuer à être la capitale de la finance mondiale, que la logique, elle est très financière, elle est multinationale, c'est une logique impériale et transnationale. On a menti au peuple anglais, on a dit au peuple anglais, le Brexit, c'est la seule solution pour échapper à une immigration incontrôlée. Mais en fait, ce que ne disait pas l'élite qui a promu le Brexit, y compris Farage, et moi je me rappelle au Parlement européen, Farage était très méfiant sur les débats du style l'immigration islamique, l'islamisme radical, l'immigration extra-européenne. Il était très méfiant, plus que méfiant, alors que d'habitude il peut être extrêmement courageux et très populiste. Pourquoi était-il très méfiant? Parce que les partisans de Global Britain voulaient tout simplement remplacer un migrant européen qui arrivait avec les droits européens des pays membres de l'Union européenne, les Baltes, les Tchèques, les Polonais, qui devenaient problématiques. Le pouvoir anglais ne supportait plus une immigration, je dirais, d'une certaine qualité, une immigration européenne, une immigration qui vient des pays de l'Europe communautaire, avec les droits de libre circulation, y compris de création d'entreprises propres aux pays de l'Union européenne. Et en fait, les partisans du Brexit ont voulu freiner une immigration blanche européenne chrétienne, qui venait d'Europe de l'Est principalement, au profit d'une immigration pakistanaise, indienne, africaine ou jamaïcaine qui venait des pays anglo-saxons ou du Commonwealth. Et résultat, les dernières manifestations qui ont lieu à Londres ont fait comprendre à ceux qui ont une vision géopolitique plus identitaire que le souverainisme n'est pas forcément identitaire. Certains souverainistes ne sont pas forcément pour la défense de la civilisation européenne, chrétienne. La preuve, les partisans du Brexit ont voulu freiner totalement une immigration compatible européenne, chrétienne, on appelle ça comme on veut, ou slave, tout ce que vous voulez, mais compatible, puisque ce sont des peuples européens qui sont issus de la même culture, de la même religion, en plus qui étaient membres de l'Union européenne, avec une libre circulation assez facile. Et qu'est-ce qui s'est passé après le Brexit? L'Angleterre a toujours besoin de main-d'œuvre. Les gens qui ont été à l'origine du Brexit, y compris Boris Johnson, très connu pour avoir empêché Zelensky de signer la paix avec les Russes et qui est à l'origine en partie du drame ukrainien, Boris Johnson a toujours été un militant en faveur du lobby pakistanais du Pakistan, mais aussi de Grande-Bretagne, du lobby islamique pakistanais. Boris Johnson et d'autres Brexiteurs ont été les plus grands partisans d'une immigration issue du Commonwealth qui n'est absolument pas
européenne et qui est pas chrétienne et qui est beaucoup moins facile. Alors, elle n'est pas que musulmane, mais elle est en grande partie musulmane. Alors, j'en arrive à la fin de mon propos. Pourquoi avoir dit tout ça? L'Empire anglais dans les Indes, ça paraît très loin de tout ça. Le communalisme de l'époque de la Muslim League au Pakistan, la création du Pakistan, 1947-1948, tout ça est très vieux. La division des Indes, le Commonwealth, le Brexit, on a parlé du Brexit, mais parce qu'il y a un cheminement extrêmement logique. Cet empire ne se voit pas comme un empire européen. L'Angleterre se voit comme un continent à part, ou plutôt comme une île mondiale à part. Elle se voit comme une Global Britain. L'élite anglaise, celle qui est au pouvoir en tout cas depuis très très longtemps, elle se voit comme universelle, elle se voit comme globale. Les intérêts de la gentry et de la bourgeoisie anglaise se contrefichent que l'Angleterre reste chrétienne, blanche, européenne pendant longtemps. Elle s'en contrefiche, mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Le seul but, c'est un pouvoir global, globaliste. Et donc, l'Angleterre a préféré un Brexit qui la rend compatible avec la suite de son histoire, l'Empire anglais, dont le Commonwealth est le résultat, plutôt qu'un destin européen. Et c'est pour ça que les gens qui ont manifesté il y a quelques jours avec Tommy Robinson dans les rues de Londres contre l'immigration incontrôlée et l'immigration allogène ou l'immigration majoritairement pakistanaise et islamique qui est à l'origine d'une montée de l'islamisme radical à Londres, dans tous les quartiers de Londres, y compris les plus sophistiqués maintenant, c'est ce phénomène que la bourgeoisie anglaise a cru pouvoir contenir, situé dans certains quartiers, mais ça ne contaminerait pas d'autres. Maintenant, tous les quartiers de Londres pratiquement sont frappés par un islamisme. Alors certes, dans les quartiers populaires, ça va être un islamisme pakistanais low cost, avec des petites épiceries, des petits business et une immigration assez prolétaire, sauf que dans les quartiers riches, ça va être les gens qui sont voilés, comme on l'est aux Émirats, au Qatar ou en Arabie Saoudite ou dans les pays du Golfe. Dans les deux cas, vous avez un lobby islamique par le bas ou par le haut qui vient des pays du Golfe ou qui vient de l'immigration prolétaire, mais qui se rejoint dans la volonté d'appliquer la charia et de faire changer les mœurs et les lois et les règles de ce pays qui a été la première démocratie libérale au monde, un pays qui a inventé la liberté d'expression sans aucune limite. Et bien aujourd'hui, en Angleterre, je ne dis pas que c'est bien ou mal. Moi personnellement, je n'ai jamais été partisan du blasphème. Mais en Angleterre, quand il y a eu l'histoire des caricatures de Mahomet, tous les médias anglais avaient ordre de la part du gouvernement anglais de ne pas reproduire ni montrer le début d'une caricature. Il y a aujourd'hui en Angleterre, pays de la liberté d'expression, où on avait le droit de dire ce que l'on voulait sans aucune limite. Aujourd'hui, la loi qui punit le blasphème est de facto rétablie à Londres. À Londres, plus aucune autorité, plus aucun média officiel n'ose relayer les caricatures danoises ou de Charlie Hebdo. À la limite, ça, si on est contre les caricatures, si on n'aime pas les caricatures de type blasphématrice, comme c'est mon cas, à la limite, certains vont s'en réjouir. Mais ça montre que ce n'est pas pour plaire au christianisme que l'Angleterre a rétabli de facto des lois qui interdisent le blasphème, c'est parce que le lobby islamique est devenu hors contrôle, le lobby islamique est très puissant. J'ai moi-même été à Wembley récemment, au concert de Coldplay, c'était très intéressant parce que sociologiquement, le Wembley, c'est en plein quartier de très 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 forte immigration. J'ai marché pendant des heures de Wembley jusqu'au centre et du centre jusqu'à Wembley, le quartier de Wembley, où se trouve le fameux stade où il y avait ce concert. Et j'avais déjà rencontré un analyste du renseignement anglais il y a 25 ans ou 27 ans, quelqu'un du MI6, quand j'étais en stage de fonctionnaire, qui nous avait parlé pendant une semaine de la réalité de l'islamisme en Angleterre. Et je me rappelle qu'il y a donc de très nombreuses années, ce fonctionnaire anglais se vantait du fait que Londres était devenu un Londonistan. Vous avez bien entendu, un homme qui est un serviteur de l'État anglais se vantait, et du renseignement, il se vantait que la plupart des mouvements islamistes étaient représentés à Londres, et je me rappellerai toute ma vie, il était très très fier de dire, nous, contrairement aux Français, on n'a pas cette laïcité bouffe-curée, nous on respecte les barbus, on respecte les islamistes, y compris, et il s'était vanté
que l'Angleterre ait accueilli, y compris les islamistes les plus mal vus, les plus persécutés, les plus interdits dans les pays musulmans. Il se vantait par exemple que le Hizb ut-Tahrir, qui a été considéré comme extrémiste par le Hamas, imaginez quand même, est interdit dans tous les pays du Golfe qui à l'époque finançaient Al-Qaïda, les frères musulmans, et bien l'Angleterre se vantait d'avoir accueilli toutes les mouvances de l'islamisme radical sunnite. Et il disait, nous, on n'aura jamais d'attentat, nous, on est tolérants, comme on a un système tolérant, on ne blasphème pas, on n'est pas contre le religieux, on accepte que même les policières soient voilées quand elles sont musulmanes, on accepte que les fonctionnaires aient des voiles, même le voile presque intégral, pas celui à l'Afghan, mais pas loin. Vraiment, l'uniforme islamique dans la fonction publique, il est tout à fait toléré. Et bien sûr, dans toute la société, on interdit le blasphème, on ne va jamais insulter ni critiquer l'islam dans les médias anglais. Et donc, nous n'aurons jamais d'attentat terroriste. Ça va tellement bien se passer. Et comme on est pour le communalisme, pour le communautarisme, comme on laisse beaucoup de droits aux musulmans dans leur propre quartier, eh bien, il n'y aura jamais d'animosité puisqu'on est tolérant. Et en fait, l'islamisme est intolérant que quand on ne le permet pas, quand on l'interdit. C'est la thèse d'Olivier Roy en France. L'islamisme radical, ici ou dans les pays musulmans, ne frapperait que parce qu'il aurait été persécuté par des laïcs chez nous ou des nationalistes arabes dans les pays musulmans. C'était la grande thèse des Anglais et des Américains pendant toutes les années 80, 90 et 2000. Et ensuite, il y a eu un retour du réel, 2005, l'attentat islamiste qui a fait 60 morts, enfin 50 et quelques à Londres. Et là, les Anglais se retrouvaient avec un premier grand attentat islamiste dans la figure, perpétré par Al-Qaïda. Ensuite, il y a eu pendant plusieurs années des attentats très courants au couteau, un peu une sorte d'intifada des couteaux, comme on avait vu en Israël quelques années plus tôt. Et à partir des années 2010, 2014, 2015, après le printemps arabe, on a eu une série d'attentats plutôt low cost, de moins grande envergure, mais réguliers chaque jour, chaque semaine, où parfois des fils de réfugiés qui avaient tout eu, qui avaient tout bénéficié, ils avaient bénéficié d'un accueil, des programmes de tolérance, des programmes de lutte contre le racisme, pour l'insertion, par exemple des gens que les services secrets anglais avaient entraînés en Libye pour lutter contre Kadhafi. On a eu des familles qui avaient bénéficié de ce programme d'aide du MI6 en Libye pour lutter contre Kadhafi. Leurs enfants ont commis des attentats sur le sol anglais. Donc les Anglais ont été choqués. Ceux qui ont manifesté récemment se sont dit « Nous avons été d'une tolérance sans limite, au même niveau que les Suédois ou les Belges. Et nous n'avons pas du tout été payés de retour. Nous avons pris des attentats dans la figure, plus que certains pays pourtant ouvertement anti-immigrés comme la Pologne ou la Hongrie, qui n'ont jamais pris d'attentats islamistes. Nous, on les a accueillis, on a favorisé l'islamisme, on a aidé les frères musulmans. Depuis leur création, depuis 1928, on a aidé tous les mouvements islamistes qui étaient possibles. On a été toujours les grands alliés de l'Arabie saoudite, du Qatar, du Koweït. On a même défendu le Koweït contre le laïc Saddam Hussein avec les Américains. On a accueilli tout le monde chez nous. On a été les premiers à avoir des organismes antiracistes qui condamnent et qui luttent très fermement contre l'islamophobie, alors que l'Angleterre tolère parfaitement la christianophobie. Et tout ça, on n'a pas été payé de retour. On a des agressions journalières, hebdomadaires. On a eu des viols de masse sans équivalent dans aucune démocratie occidentale. Des milliers de filles pendant les années 2012, 2013, 2014 jusqu'à 2017 ont été violées. Et Starmer, l'actuel Premier ministre qui était à la tête du parquet, a fait taire l'opération. La police, qui n'était pas mieux que les juges, a fait taire cette opération. Et mieux, l'homme qui a révélé cette histoire, Tommy Robinson, alors certes, c'est un ancien hooligan, alors bien sûr, tout ce qu'il dit est faux. Pendant des années, entre 2013 et jusqu'à ce que Elon Musk révèle cette histoire de viol de masse, on disait que c'était une propagande de l'extrême droite anglaise, puisque c'est un homme d'origine extrême droite qui avait révélé la chose. Moi, je l'avais entendu au Parlement européen, il était venu s'exprimer avant qu'il ait des procès. Il avait raconté cette histoire. Moi-même, parfois, je me disais peut-être qu'il exagère, il vient d'un milieu, etc. Et ensuite, il a été emprisonné. Figurez-vous pourquoi Robinson avait été emprisonné uniquement parce qu'il avait révélé l'identité de plusieurs imams et islamistes pakistanais qui faisaient partie d'un réseau qui avait fait des fatwas et qui avait orchestré ces viols de masse en les légitimant, en relayant des fatwas qui permettent
à un musulman d'être déculpabilisé en leur disant si tu violes une infidèle, parce que souvent c'était des filles qu'on avait attrapées dans des orphelinats, dans des milieux extrêmement défavorisés, des enfants d'alcooliques qui étaient à moitié dans la rue. Et donc pour eux, de facto, c'était des païennes. Elles n'avaient pas spécialement une très grande moralité. Souvent c'était des filles à moitié dans la rue, certaines qui avaient été presque abandonnés ou qui avaient fait des fugues d'orphelinat ou qui étaient alcooliques ou qui étaient drogués. Et donc, on a eu des viols de masse. On a retrouvé des scènes, comme dans le film de Token avec, vous savez, la mafia albanaise, des filles qui avaient été violées 100 fois dans la journée, qui étaient dans un dortoir avec des types qui faisaient la queue. C'était des viols industriels. Tout cela a été caché pendant des années pour ne pas déplaire au lobby pakistanais, parce qu'on a retrouvé des imams qui faisaient partie du Muslim British Council, du lobby national anglais, et on a retrouvé des liens entre le lobby officiel islamique pakistanais anglais et certains imams qui ont émis des fatwas justifiant les viols de masse. Donc, si on révélait trop cette histoire de viol de masse, ça risquait de complètement discréditer toute la politique de l'Angleterre depuis des années, qui avait favorisé, à l'intérieur de son propre pays, un énorme lobby islamiste pakistanais extrêmement radical. Pour vous donner un exemple, le lobby officiel toléré par les autorités pakistanais musulmans anglais avait encouragé la fatwa contre Salman Rushdie, qui appelait à tuer l'homme, donc un Indien musulman qui avait écrit le fameux livre « Les versets sataniques ». Vous vous rendez compte, c'est un lobby qui était déjà extrêmement radical. Donc, on a emprisonné l'homme qui avait tout simplement filmé, en sortant du tribunal, la porte arrière du tribunal, il avait révélé l'identité, le visage, le nom, le prénom d'un certain nombre d'inculpés pakistanais qui avaient participé à cette horreur du viol industriel sur plus de 10 ans de milliers de jeunes filles anglaises attrapées par des réseaux pakistanais. Alors, il y avait des taxis, des petits commerçants, des chômeurs, des braves gens, des étudiants, des vieux, des hommes mariés, des célibataires, des gens affamés sexuellement, d'autres tout simplement qui se disaient bon, c'est un bon plan, pas très cher. Et pendant des années, on a tué tout cela jusqu'à ce qu'Elon Musk révèle la chose. Alors, on a encore dit, c'est Musk qui le dit, c'est probablement faux, sauf que les médias anglais ont fini par s'emparer de l'histoire et on a su que tout était vrai. Et c'était même encore pire que ce qu'avaient dit les premières personnes qui avaient révélé l'affaire. C'est qu'on pensait au départ à 1000 personnes, c'est à peu près 5 à 6 000 jeunes filles qui ont été violées en masse pendant des années dans une omerta totale, et je le répète, avec la complicité de la police qui ne voulait pas décevoir, un peu comme Sartre disait, il ne faut pas parler des goulags, ça va décevoir les gens qui votent communistes, et il disait ça va faire pleurer Billancourt. Alors on va taire une réalité pour ne pas que ça ait des répercussions politiques contraires à notre idéologie. Voilà ce qui s'est passé, et je conclus, l'Angleterre est dans une dérive totale. J'ai marché pendant des heures dans tous les quartiers bourgeois et populaires, et y compris, je suis resté une semaine, j'ai fait quelques footings, donc on va plus vite en footing qu'à pied. J'ai vu partout des écriteaux en arabe. Moi, ça ne me gêne pas, j'aime bien la langue arabe, je l'ai étudiée. Ce n'est pas ça en soi qui est gênant, mais j'ai vu partout un lobby islamique extrêmement présent, des commerces islamiques. Alors là aussi, les gens ont le droit de manger halal, moi, ça ne me gêne pas du tout, mais on sent une présence du lobby islamiste, et pas que islamique, mais islamiste extrêmement importante. Et ces dernières années, un certain nombre d'observateurs, y compris musulmans, en Angleterre, se sont élevés contre le fait que la justice anglaise ait toléré des Islamic Courts. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des tribunaux parallèles qui n'ont pas la même valeur qu'un tribunal anglais, bien sûr, qui sont des tribunaux consultatifs, mais si les deux personnes qui veulent divorcer, par exemple, dans un couple pakistanais ou musulman autre, veulent divorcer et acceptent tous les deux la sentence d'un juge islamiste, eh bien le juge, quand je dis islamiste, parce que souvent l'islam en Angleterre n'est pas représenté par des mouvances de l'islam, je dirais, modérés, mais souvent ce sont des groupes pakistanais, algériens, turcs, indiens, très très connus pour un enracinement très islamiste. Souvent, c'est des mouvances proches de la Jama'a islami ou du Déoband, le mouvement Déobandi, c'est l'école juridique des talibans, ou alors c'est des gens proches du salafisme, du Golfe ou des frères musulmans. Donc ce sont des mouvements islamistes qui ont pris la tête
le contrôle de la plupart des mosquées en Angleterre. Et quand un juge islamique des fameuses Islamic Court dit eh bien, la femme a tort, le monsieur peut partir avec les enfants, ce qui arrive extrêmement souvent, et la femme est obligée de se voir arracher son enfant, et bien souvent, ce sont les tribunaux dont les Anglais nous disent c'est que consultatif, mais dès lors que les deux personnes sont d'accord, en raison du système jurisprudentiel anglais, qui n'est pas un système juridique comme nous, napoléonien ou romain, avec un droit unique pour tous, dans le système jurisprudentiel, on peut toujours agrémenter le droit en place par de nouvelles sources qui évoluent avec le temps, avec les décisions, avec les rapports de force et avec aussi le changement du tissu social. Et donc de plus en plus, on a des jurisprudences et des tolérances des tribunaux normaux envers les tribunaux islamiques qui acceptent des sentences totalement contraires à toute la tradition de l'Angleterre, qui a été un des premiers pays pour la liberté des femmes, pour la libération sexuelle, le droit des homosexuels, le droit au blasphème, la liberté de penser sans aucune limite. Tout cela aujourd'hui est remis en question par le multiculturalisme. Bref, ma conclusion, c'est que le multiculturalisme anglais n'est pas multiculturel. La seule communauté aujourd'hui qui défie la communauté nationale, c'est une communauté, et je ne dirais pas musulmane, parce qu'il y a des musulmans qui ne sont absolument pas problématiques dans la mesure où ils veulent un islam apaisé, l'islam de famille, l'islam qui est celui d'avoir un culte, le droit au culte, à l'enterrement, pourquoi pas la nourriture halal, etc. Mais en Angleterre, c'est l'islamisme radical qui a un projet politique. Et le projet politique de l'islamisme radical passe par l'infiltration. Et on pourra montrer dans cette vidéo le visage de M. Patel. Patel est un islamiste issu de ce lobby indo-pakistanais anglais qui a été nommé à la direction du système scolaire anglais. Et c'est absolument incroyable quand on connaît ses positions, sa provenance. Quelqu'un qui vient du lobby islamiste radical a eu une fonction officielle dans l'éducation nationale anglaise. Donc ce multiculturalisme anglais est monoculturel. C'est un monisme islamiste qui est en train d'imposer ses normes, ses règles et aussi ses rapports de force dans les quartiers pour des raisons d'infiltration mais aussi de nombre. Et ça montre bien que quand vous ne contrôlez plus une immigration, vous la subissez. Et quand vous subissez une immigration, c'est le résultat d'une irresponsabilité des hommes politiques qui, je conclus comme j'ai commencé, qui ont eu l'imprudence de séparer les intérêts ou la définition de leur stratégie géopolitique. Ils ont enlevé de leur stratégie, de leur raisonnement stratégique ou géopolitique, tout facteur identitaire. Ils ont sous-estimé le facteur civilisationnel et identitaire. Or, quand vous sous-estimez le facteur identitaire et civilisationnel, eh bien c'est ce que j'appelle le syndrome du Qatar. Vous avez un pays qui est un allié parce qu'il fait du business avec vous, il y a du gaz, il y a des accords, il y a le foot, il y a le soft power, il y a des investissements, etc. C'est un partenaire économique qui est allié dans pas mal de choses. Il y a des bases aussi stratégiques, des bases, notamment américaines et anglaises dans les pays du Golfe. Nous, c'est les Émirats. Mais on peut très bien avoir un pays qui est un allié stratégique et économique parce qu'il est dans des réseaux d'affaires ou d'organisations militaires ou d'alliances conformes. Par contre, il peut très bien, en tant que dynamique civilisationnelle, être totalement contraire à vos intérêts et vouloir en fait vous submerger, puisque le plan des islamistes, c'est de submerger pas uniquement l'Angleterre, mais toutes les sociétés mécréantes un jour devront être non seulement islamisées religieusement, mais ça, c'est la foi privée, mais elles devront être islamisées juridiquement, socialement et politiquement. Le système totalitaire de l'islamisme vise à submerger toutes les autres sociétés, l'Inde, la Chine, l'Iran. Et d'ailleurs, les derniers attentats qui ont été commis par Daesh n'ont pas été commis en France, mais en Russie et en Iran. Ça montre bien que le projet du totalitarisme islamiste est global. Et ceux qui ont fait venir des immigrés en trop grande proportion islamique, déjà ont fait une erreur. Mais en plus, s'ils les avaient intégrés par une politique volontariste de patriotisme intégrateur qui impose une séparation du religieux au politique, à la limite, ça aurait pu bien se passer. Non, ils les ont donnés en pâture, ils les ont offerts aux agitateurs islamistes et aux entrepreneurs de l'islamisme qui ont pu avoir sur un plateau d'argent des communautés qui parfois sont plus islamistes
en Angleterre, en France ou en Italie ou en Belgique ou en Suède ou en Allemagne que leurs propres parents dans les pays d'origine. Et là, ça nous rappelle ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur des Émirats arabes unis dans une vidéo que vous pouvez revoir. Il disait récemment « Viendra le jour où l'islamisme radical de type politique et totalitaire sera beaucoup plus fort, présent et aura beaucoup plus de puissance et de pouvoir de nuisance chez vous que dans nos propres sociétés islamiques. »